Mon thème de ce soir est intitulé « Pour un nouveau contrat social planétaire ». Ce sera, si vous le voulez bien, un exercice de pensée à 360 degrés mené par un juriste philosophe. La situation présente ne manque pas d'être paradoxale. D'une part, nous assistons à la multiplication des textes juridiques destinés à protéger l'environnement, renforcer nos responsabilités à l'égard des générations futures. Mais, d'autre part, le constat s'impose, 50 ans bientôt après la déclaration de Stockholm de 1972, que loin de s'améliorer, la situation s'est certainement empirée. Dans ces conditions, plus qu'à une simple inflexion de trajectoire, c'est un changement de paradigme qu'il en est appelé, ce qui ne manque pas d'être plus radical, mais aussi plus conflictuel qu'une simple inflexion de la logique dominante. Dans cette vue, ce sont tous les instruments juridiques, et derrière elles les catégories éthiques, tous les instruments juridiques mobilisables qui demandent à être reconfigurés dans cette optique de priorité écologique. Toutes sortes de propositions sont faites aujourd'hui, extrêmement diversifiées et souvent très radicales, pour ne pas dire décoiffantes. Est-il possible de synthétiser en quelques minutes ces différentes propositions ? Eh bien, je soutiendrai, c'est mon thème de ce soir, je soutiendrai que tout se passe comme si le grand récit moderne, celui du contrat social au fondement de l'État-nation, eh bien, comme si ce récit avait perdu de sa force de séduction et de son pouvoir explicatif. Et pourtant, ma conviction est que ce modèle d'un vaste contrat de solidarité reste le mythe politique porteur par excellence, mais qu'il doit être repensé aujourd'hui pour faire face aux multiples crises de confiance et interpellations factuelles que suscitent les défis écologiques. Pour ce faire, je me propose de dégager dans un premier temps les traits constitutifs du contrat social classique, puis, dans un second temps, de réfléchir aux transformations que notre actualité imprime à ces différents caractères, donnant ainsi naissance, on peut l'espérer, à ce que j'appelle un contrat social planétaire. Et tout d'abord, donc, 7 traits caractéristiques du contrat social classique. Quant à son fondement, tout d'abord, ce contrat repose sur l'image de l'individu, censé libre et égal, titulaire de droits naturels et inaliénables. Il s'agissait du grand récit du roman politique fondateur des communautés narratives modernes, tel que il a été raconté avec des variantes dans toute l'Europe pendant plusieurs siècles, depuis Hobbes, Locke, Rousseau, Kant et tous leurs successeurs jusqu'à aujourd'hui. L'accent est mis alors sur l'indépendance de l'individu, son autonomie dans un milieu naturel censé à la fois infiniment disponible et illimité. C'étaient les fameuses terres sans maître dont parlait John Locke dans sa fameuse défense de la propriété privée. Dans le cadre de l'individualisme de compétition ainsi promu, tout se passe alors comme si l'homme était incapable de concevoir des rapports réels de coopération à propos de l'utilisation des ressources communes. S'impose alors la fable dite de la tragédie des communaux, décrite par Hardin, selon laquelle les biens laissés en commun seraient nécessairement promis à la dilapidation et bientôt à la disparition. Vous l'aurez compris, en dehors de la propriété privée, point de salut. 2. En ce qui concerne l'espace d'émergence et de validité de ce contrat social, il s'agissait des nouveaux espaces, à l'époque, des nouveaux espaces nationaux, en référence à la figure de l'État, prolongé lui-même à l'extérieur par une société internationale conçue comme un club d'États souverains. Le lien social des nouveaux États-nations se construisait dans les limites et à la faveur des frontières nationales. Cet espace politique était par ailleurs conçu et construit comme lisse et homogène, dans le cadre, par exemple, l'exemple est limite et presque caricatural, d'une République française une et indivisible. 3. Ce contrat social moderne s'inscrivait par ailleurs dans une temporalité bien spécifique. Il se décline au présent. La fondation politique qu'il réalise vise les contemporains, libérés du poids du passé et des contraintes de la tradition, mais aucunement préoccupés des charges de l'avenir.
Le contrat social se négocie tabula rasa, dans le seul souci du présent, sans que ni l'avenir ni le passé ne constituent un souci. 4. L'objet de ce contrat social est exclusivement politique et normatif. Il concerne, comme on disait, le gouvernement des hommes, soigneusement distingué de l'administration des choses. Et cette conception repose elle-même sur une très nette distinction métaphysique, typiquement occidentale, distinction canonique entre l'ordre des faits et l'ordre des valeurs, entre la nature et la culture. Dans ces conditions, l'humain est clairement distingué du milieu et les droits fondamentaux sont pensés à son seul bénéfice. 5. Ce contrat social garantit pour l'essentiel des droits fondamentaux aux individus, dans la quasi-ignorance des devoirs et responsabilités qui sont, au mieux, renvoyés au préambule de ces textes, le tout sur fond d'individualisme juridique moderne, faisant de l'individu le véritable souverain de l'ordre juridique. La mission des États, dans ce cadre, comme le rappelle la Déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776, la mission des États étant seulement la reconnaissance, la protection, la garantie de ces droits inaliénables et sacrés de l'homme. L'horizon philosophique de cette accentuation des droits et de cette occultation des devoirs, l'horizon philosophique, eh bien, c'est l'éloignement constant des limites, comme si la réalisation du moi et la satisfaction de ses désirs exigeaient l'abolition de toutes les entraves et même de tous les enracinements qui pourrait le contraindre. Je dis au passage que le transhumanisme, qui prétend aujourd'hui augmenter l'humain sans limite, eh bien, s'inscrit parfaitement dans la droite ligne de ce projet, visant même la mortalité, rêvant ainsi à transgresser la limite ultime de la condition humaine, c'est-à-dire tout simplement la mort. 6. Sur le plan politique, ce contrat se caractérise par ailleurs par une distinction cardinale entre pouvoir public et personnes privées, entre gouvernants et gouvernés. Ces régimes se préoccupent de mettre en place des mécanismes de représentation politique qui ménagent cette distinction. La démocratie est représentative et ne se pense pas encore comme délibérative. 7. Enfin, ce contrat présuppose, en ce qui concerne l'administration des choses, donc la représentation scientifique du monde, un régime cognitif classique. C'est le modèle du savoir moderne, scientifique, objectif, monopolisé par experts et spécialistes. Dans chacun de ces cas, on s'en aperçoit, le modèle se base sur une distinction dualiste cardinale et opte pour une position claire et distincte, dépourvue de toute complexité dialectique. Eh bien, c'est ce modèle qui est aujourd'hui devenu largement obsolète. Pas une de ces distinctions, me semble-t-il, ne résiste au bouleversement présent. La complexité, l'incertitude et la dialectique entraînent désormais un bouger généralisé de toutes ces dichotomies et une profonde transformation du grand récit à la base de notre imaginaire politique. Je crois cependant qu'on peut continuer à raisonner en termes de contrat social, pour autant que celui-ci soit élargi et complexifié dans les 7 dimensions que j'ai distinguées, de façon à favoriser la mise en place du contrat social planétaire qu'on peut appeler de nos voeux. Si je reprends maintenant ces 7 caractères, et tout d'abord en termes de fondement, il me paraît qu'aujourd'hui l'accent est mis sur l'interdépendance. L'individu n'est évidemment pas renié, mais l'accent se déplace. On le conçoit maintenant, cet individu, dans ses interrelations avec la société et le milieu naturel. Dans ces conditions, l'individualisme de compétition dont je parlais fait place, ou devrait faire place, à l'exigence d'une autonomie de coopération. Et on pourrait dire que la tragédie s'inverse. Elle devient alors celle des anticommunaux, je veux dire ces ressources détournées de l'usage commun par la cupidité de quelques-uns. Le mot d'ordre devient « élargir le cercle ». Ce dont nous avons besoin aujourd'hui n'est plus d'une déclaration d'indépendance, comme en 1776, mais d'une déclaration d'interdépendance.
2. Au plan de l'espace, nous assistons à une véritable recomposition du domaine politique avec la mise en place d'espaces qui sont paradoxalement à la fois mondialisés, ça ne demande pas de développement, en même temps fragmentés, on en sait quelque chose en Belgique et les avatars de la loi climat, hélas, démontrent les problèmes que ça peut susciter, même si le principe de subsidiarité en soi est une bonne idée. Et finalement, peut-être plus original, cet espace politique est aussi hétérogénéisé. Nos sociétés deviennent plurielles, kaléidoscopiques, sociétés en réseau dans lequel l'État certainement ne disparaît pas, heureusement, mais doit désormais composer avec toutes sortes d'entités nouvelles, groupes informels, réseaux ad hoc, fédérations professionnelles, entreprises transnationales, villes émancipées, ONG, auxquelles il faut également ajouter en Asie, en Amérique latine, en Afrique, les populations rurales indigènes dont les traditions, les savoirs, les coutumes sont souvent d'excellentes sources d'inspiration en matière de gouvernance écologique et peut-être aussi de gouvernance tout court. 3. En ce qui concerne la temporalité, on doit noter maintenant que ce contrat social planétaire serait défini certainement à une échelle temporelle élargie, incluant résolument les générations futures dans ses bénéficiaires. L'ère de l'urgence écologique et de la société du risque se caractérise en effet par un nouveau souci du temps, ce temps que la modernité avait libéré, le vouant aux innovations et aux assouvissements du présent. Pour la première fois se profile l'idée inouïe, que l'avenir pourrait bien ne pas avoir lieu, et ce, en raison de nos propres choix. La question de la durabilité de tous nos choix se pose donc avec acuité, à la fois comme un défi actuel, factuel, et comme une exigence éthique. Plusieurs institutions et solutions du droit de l'environnement s'inscrivent directement dans cette perspective. Les études d'incidence qui se préoccupent de l'effet à long terme des projets que nous menons, l'obligation de standstill et bien sûr toutes les règles qui relèvent du souci d'une gestion prudente et d'une transmission du patrimoine naturel. Plus généralement, c'est à la naissance d'un droit des générations futures que nous assistons, lui-même lié à une nouvelle équité intergénérationnelle. Il n'est pas juste que la génération présente exerce une forme de droit d'aînesse à l'égard de celles qui suivront. La 4e redéfinition du contrat social, appelée par les défis écologiques actuels, tient dans l'élargissement même de son objet, mêlant désormais ce qui était hier encore distingué, gouvernement des hommes et administration des choses. Mon point de départ ici est le constat de l'entrée de l'humanité dans ce qu'il est convenu d'appeler l'Anthropocène. Pour la première fois dans son histoire, l'espèce humaine est devenue un acteur global et décisif au plan à la fois de la raréfaction des ressources et de la détérioration des principaux équilibres naturels. Autrement dit, les effets de nos activités, les conséquences de notre façon d'habiter et d'aménager la planète sont devenus des facteurs de transformation profonds et accélérés des milieux naturels. Voilà la donne nouvelle qu'il nous faut intégrer. L'homme est devenu un acteur naturel et à l'inverse, la nature devient un acteur politique. Cette entrée dans l'ère de l'Anthropocène entraîne de très nombreux bouleversements. Le premier consiste dans l'élargissement de la matière normative, le contenu de nos lois, de nos institutions, à quantité de questions techniques relatives à l'administration des choses, des questions qui hier encore étaient laissées à la discrétion des savants et des experts. Mais à ce premier bouleversement qui tire le droit plutôt dans l'orbite des sciences et des techniques, s'en ajoute une deuxième qui, au contraire, pourrait bien l'attirer dans l'orbite des cultures et même des spiritualités. Je vise le phénomène récent et auquel nos étudiants sont extrêmement sensibles, qui consiste à accorder la personnalité juridique et les droits correspondants à la nature, à ses composantes et aux animaux. Cette innovation rejoint la remise en question, au plan planétaire, de la distinction métaphysique dont je parlais tout à l'heure, celle qui
opposait, distinguait radicalement, comme chez Descartes, la nature et la culture. Aujourd'hui, dans le cadre d'une prise en charge mondialisée des défis environnementaux, se confrontent des visions du monde différenciées et se fait plus clairement entendre la voix d'une philosophie holiste de l'univers, postulant la valeur intrinsèque du non-humain, la solidarité interespèce et la subordination de l'humain aux exigences naturelles et spirituelles de la terre-mère. Cinquième transformation. Elle concerne la distinction des droits et des devoirs. On l'accordera volontiers. La promotion du milieu et le souci des générations à venir se traduisent par une spectaculaire montée en puissance des devoirs et responsabilités qui, hier encore, n'avaient quasiment pas de place dans les constitutions. Philosophiquement, cette évolution traduit une nouvelle prise de conscience de l'inéluctable nécessité de l'auto-limitation, dont le projet moderne nous avait fait perdre l'idée, rendant même suspecte toute forme d'entrave à l'extension du moi et au déploiement de ses désirs. On ne s'étonnera donc pas de trouver dans les textes juridiques récents, déclinés sous toutes ses formes, les idées de responsabilité. Prévention, précaution, réparation des dommages, principe du pollueur-payeur, résilience, et aussi ce principe important de responsabilité commune et différenciée. À cela s'ajoute l'arme pénale, avec les revendications de certains d'incriminer désormais un crime d'écocide et de confier ce type d'affaires à des juridictions écologiques internationaux, des tribunaux internationaux de l'environnement. Sixième changement, le contrat social planétaire, sur le plan politique, ne peut d'évidence se contenter de reproduire à une échelle mondiale les mécanismes classiques de représentation éprouvés dans le cadre national et aujourd'hui discutés. Et la présence de David Van Reybrouck, comme celle du président Lamberts, qui, dans la région germanophone, notamment, expérimente des programmes de ce genre, atteste de votre intérêt pour ces questions. En effet, les différentes formes de recomposition de l'espace politique, dont je parlais il y a un instant, conduisent à une redéfinition des mécanismes de représentation et aussi à une discussion de cette idée même de représentation, qui n'a pas perdu de sa valeur, loin de moi cette idée, mais qui doit être boostée en quelque sorte par les idées de la société civile. Et je me réjouis de voir que les travaux nominés dans le cadre de notre tout nouveau prix de démocratie soutenable s'inscrivent précisément dans cette volonté intellectuelle, scientifique, de réfléchir et d'accompagner ces processus de redéfinition de la représentation. Sous des appellations variées, Parlement des choses, Assemblée citoyenne du futur, Ombudsman des générations futures, sous tous ces noms se réinvente la démocratie dans le sens d'une réappropriation du politique par les citoyens, la démocratie participative venant interpeller et inspirer les mandataires politiques élus selon les mécanismes classiques de la représentation. Le recteur Pierre Jadoul a déjà cité à cet égard l'importance des contentieux climatiques mis en œuvre par des associations de citoyens, relayées par des professionnels d'avocats, auxquels parfois des juges courageux prêtent une oreille attentive. On peut aussi citer par exemple les tribunaux d'opinion qui sont des antichambres du droit de demain, comme par exemple celui qui a été mis en place à propos de Monsanto et qui était présidé par notre compatriote François Stulkens. Enfin, septième point, sur le plan du savoir, et ça nous intéresse ce soir puisque c'est le savoir qui nous réunit en ces murs, le contrat planétaire en gestation s'accompagne d'un régime cognitif fort différent de la référence rassurante à un savoir objectif qui serait monopolisé par les seuls spécialistes et experts. Et ici, je me permets un parallèle rigoureux avec mon point précédent. Et je dis, tout comme la représentation politique cesse d'être l'apanage des seuls professionnels de la politique et résulte désormais d'une construction délibérée de l'opinion, de même,
la représentation cognitive, c'est-à-dire l'image intellectuelle que nous nous faisons du réel, le savoir que nous en prenons, cesse d'être l'affaire des seuls experts et des savants et apparaît désormais comme le résultat de la confrontation réglée des arguments et des visions du monde. Ceci entraîne, et je termine par là, ceci entraîne un double changement dans nos modes de faire du savoir, de faire de la science. D'une part, évidemment, un tel changement en appelle à une pratique radicale et en même temps réflexive et modeste de l'interdisciplinarité, accordée à une gouvernance transsectorielle qui soit elle-même à la hauteur du principe d'intégration qui est le b.a.-ba du droit de l'environnement, cette idée que l'environnement ne concerne pas seulement la nature et les petits oiseaux, mais est une exigence qui doit inspirer toutes nos politiques. Ce n'est possible que grâce à un travail évidemment interdisciplinaire. Et par ailleurs, deuxième changement, cette production des connaissances passe aussi par l'organisation de forums nouveaux où se produisent des échanges inédits de perspectives en vue de solutions originales. Et c'est le second bénéfice de ces forums de citoyens et conférences de consensus, permettre la confrontation du savoir expert au savoir de terrain, celui des communautés indigènes, des groupes locaux, des riverains. Alors, comme l'écrit Michel Serres, que je relisais encore cet après-midi, la question de la vérité converge avec les questions de responsabilité. Et la question de savoir si nous disons le vrai se double de l'interrogation de savoir si nous faisons bien. Voilà, me semble-t-il, le programme ambitieux à 360 degrés que me paraissent exiger les défis d'aujourd'hui. Mais s'il s'agit de penser globalement, il faut aussi agir localement. Cette transformation commence ici et maintenant, et notamment par la mise en valeur des travaux des jeunes chercheurs.